un auteur au lieu d'être auteur moi-même. J'ai fait des lectures comme ça, mais aujourd'hui je ne suis que auteur. Le numéro 1, c'est M. Mohsen Hideb de Zarzis. Je suis Amor Bernida, je viens de Medine, je suis né en 58 à Medine et en 1970, je suis parti en Suisse. À ce moment-là, on confondait Suisse avec Sousse. Ma mère ne croyait pas que j'allais en Suisse parce que les gens qui allaient en Suisse, dans le temps, c'était les fils de présidents et de ministres et pas un petit gamin orphelin là de Medine. Alors, 43 ans plus tard, j'essaye encore de comprendre ce bout de chance et de rapporter quelque chose de cette fameuse Europe que tout le monde veut voir. Et vous avez ici une splendide vue sur une mer qui n'a pas toujours apporté du bien. Nous avons perdu beaucoup de jeunes gens à la recherche de ce paradis nommé Europe. Ce soir, M. Mohsen Hideb s'occupe depuis 25 ans, 30 ans peut-être, il va le dire lui-même, du même sujet que moi je traite depuis 2-3 ans. Je travaille avec les requérants d'asile chez nous en Suisse. Nous en avons à peu près 2000 qui ne veulent pas rentrer et qui n'ont aucune chance de travail ou de permission de séjour. Lui, par contre, de ce côté, il y a déjà 25 ans, il connaissait ces gens et connaissait le problème de cette migration clandestine. Le sujet ce soir, donc, c'est son premier livre qui est paru dans notre petite édition. Et je sais que les Tunisiens aujourd'hui ont d'autres problèmes que de lire des livres. Avec un ventre vide, normalement, vous ne pensez pas à un livre, vous pensez d'abord à un pain. Et s'il vous reste un peu de sous, vous achetez un petit livre. Mais j'espère que, malgré cette situation, nous sommes pionniers et il ne faut pas croiser les bras et rester et attendre les temps meilleurs. C'est nous qui faisons les temps meilleurs, nous tous. Donc, j'ai l'impression que nous sommes une petite édition pionnière et j'ai l'impression aussi que si Mohsen est un pionnier dans ce domaine, c'est son premier livre et j'espère très très bien que ce ne sera pas le dernier dans notre petite édition. Je vous laisse maintenant écoutez, Monsieur Mohsen. À la fin de sa présentation de son livre, vous avez la possibilité de poser des questions. Und wir können selbstverständlich auch Fragen auf Deutsch beantworten. Er kann sehr gut Deutsch, Sie Mohsen. Und wenn jemand Fragen an mich hat, dann beantworte ich sie auch sehr gerne. Et à la fin donc de sa présentation, vous avez la possibilité de rester ici, de manger ici, nous restons en tout cas avec vous pour d'autres discussions. Je vous remercie et à tout à l'heure. Salam alaikum. Messieurs, mesdames, meine Damen und Herren, je me présente Mohsen Hideb, un postier qui est devenu plus tard un peu éco-artiste, éco-activiste et en même temps, parce que j'ai entrepris une action désintéressée. À 40 ans, j'ai décidé de revenir à la mer dans laquelle j'ai grandi et j'ai commencé à ramasser tout ce qui vient de la mer, tous les déchets, les bouteilles en plastique, les planches, les cordes que j'ai ramenées dans ma maison et j'ai recyclé artistiquement. Bien sûr, le sujet de l'immigration clandestine, je l'ai subi. C'est-à-dire qu'avec ces objets qui viennent de l'autre côté de la mer Méditerranée, il y a eu des vêtements et des objets des haragas, les gens qui au début partaient de la Libye. Et là, c'était très douloureux parce que ça se passait avec des Africains qui venaient traverser le désert et traverser la Libye. Et dans des conditions politiques très controversées, ils subissaient un peu cette destruction de masse. Et moi, entre-temps, je cueillais leurs vêtements, leurs chaussures, et en même temps, je réagissais par des textes de protestation, par des poèmes, par des recyclages artistiques contestataires. Et c'est un peu dans cette idée, dans ce processus intégré dans mon mouvement global, qui est venue l'idée de mettre un peu tous ces textes dans un livre. Donc, c'est un sujet très triste, que je n'ai pas pris d'un côté politique, je n'ai pas pris d'un côté contestataire
ordinaire, mais plutôt un grand cri de colère, la colère froide, la colère déterminée, la colère permanente qui défend la vie dans sa globalité. Donc, si vous voulez bien, je vais lire quelques textes et quelques poèmes. Mamadou, mon ami. C'est le premier texte que j'ai écrit tout de suite après la rencontre avec le premier arabe. Depuis quelques jours, on raconte l'arrivée de plusieurs cadavres sur les plages de Zarzis. Ils étaient tous de personnes noires. On dit aussi que ce sont des brûleurs qui, essayant de joindre l'Europe partant de la Libye, se seraient échoués lors de fortes tempêtes. Tous les gens au courant de mes marches sur les plages m'avaient demandé si j'avais trouvé ma part de naufragés. Ils le disaient en rigolant, mais je ne rigolais pas du tout. Je rencontre chaque jour des dizaines de cadavres de tortues, de dauphins, et cela me fait chaque fois beaucoup de peine. Que dit alors de mes confrères dans l'espèce? En vérité, j'avais en permanence une angoisse au ventre et me suis préparé à une éventuelle rencontre avec un des naufragés. Avec le temps, j'étais déçu. Je me demandais pourquoi je n'en trouve pas. Moi, le maraudeur de plage, moi qui suis prédisposé à les bien accueillir et respecter morts ou vivants. Sans cynisme, je souhaitais cette rencontre car elle fermerait la boucle de mes trouvailles. Au début, les vagues m'avaient rapporté les objets de la déconstruction du Nord, puis les messages humains en bouteille renfermant la détresse, le désarroi et le peu de communication entre les gens. Et puis enfin, une victime en chair et en os de la ruée vers l'Occident. Je l'avais vu de loin. Au début, je l'avais pris pour une tortue, retournée sur sa carapace. Et quand je me suis rapproché, doucement assourdi par les battements de mon cœur, j'ai constaté que c'était bien lui, mon ami Mamadou. Enfin, il est là, retourné sur son ventre, couvert par les algues jusqu'aux genoux et sur le sommet de la tête. De taille moyenne, un corps bien proportionné et musclé. Les vagues de soleil avaient bien tanné sa peau qui avait une couleur noir-beige, dans une beauté dont seul Dieu est capable. Très ému, mais lucide, j'ai lu sur lui plusieurs versets du Coran. En bon musulman, j'ai formulé des prières à Moïse, au Christ et au Dieu animiste, afin que Mamadou soit béni par son apôtre et son âme retrouve la paix. Tout de suite après, je n'ai pu m'empêcher de crier ma colère, à faire trembler la plage contre cette nouvelle forme de destruction de masse dont les démunis en sont les victimes. J'ai refusé de prendre des photos de mon ami, car son corps, son esprit et sa beauté appartiennent à l'éternité et à Dieu le Tout-Puissant. À ma grande surprise, les fonctionnaires de la garde nationale et de la protection civile, appelés sur mon portable, étaient visiblement très émus et compatissants, malgré le grand désagrément que ce genre d'intervention leur cause. Le soir à la maison, j'ai commandé un bon repas pour toute la famille, que je n'avais informé qu'après quelques jours de ma rencontre avec mon ami Mamadou. Ce soir-là, j'étais heureux que mon ami ne dorme plus dans le soir. Oh Mamadou, t'as bien échoué sur le visage, sur notre paisible plage, repoussée par les vents, par les vagues de l'Occident, sur les rivages de l'amitié et de la piété. Oh Mamadou, c'est bien tombé plus mort que vivant, vers une autre destinée à l'insu de ta maman. Oh Mamadou, j'ai prié pour toi, par le noble Coran, par le rituel Bantou et le Nouveau Testament, pour parvenir à ton Dieu, ta plainte et nos tourments. Oh Mamadou, au moins ce soir tu dormiras au ventre de la terre, loin du froid, auprès de tes frères en émoi. Oh Mamadou, dis à ta mère qu'on t'a bien accueilli et bien prié pour que tu sois béni et qu'elle fût là avec nous par son esprit. Oh Mamadou, dis à ton Dieu, quel qu'il soit, combien l'homme souffre en désarroi, combien c'est dur ici-bas pour les pauvres haragas. Oh Mamadou, dis à tes confrères que la mer n'est pas une rivière, que le bonheur n'est pas ailleurs, que l'Occident n'est que chimère. Le sifflet de l'arbitre absent. C'est un sifflet que j'ai trouvé parvenu de la mer, plein d'algues.
Je l'ai essayé, ça marchait encore et ça m'a assourdi l'oreille. Il y avait des gouttes sur l'oreille. Alors je parle au sifflet. Pourquoi tu n'as pas sifflé les bateaux des clandestins? Pourquoi tu n'as pas bloqué la route à ce destin avec des simples bouffées d'air et un bruit strident dans l'air, des cartons jaunes, des cartons rouges, arrêtés, personne ne bouge, et sauver des malheureux perdus dans l'immense bleu? Pourtant, quand j'étais trouvé parvenant à la jetée, j'ai voulu bien t'essayer et un bruit s'est dégagé, accentué par le vent, m'assourdissant les tympans. Là où il ne fallait pas, comme toujours dans ces cas, tu n'as pas fait ton devoir. D'ailleurs, monsieur l'arbitre aussi, vous regardez ensemble ailleurs, complice d'obstruction à la vie. C'est-à-dire, ni le sifflet, ni l'arbitre n'ont arrêté ce match macabre de l'arrivée vers l'Occident. Les vagues et le gris-gris. Bien sûr, dans toutes les sociétés, il y a des amulettes, il y a des gris-gris que les gens font pour protéger leurs enfants ou les adultes. Donc j'ai trouvé ce gris-gris provenant de la mer et j'étais presque sûr que c'est parvenu avec les vêtements de Haraga, donc ça ne pouvait être que celui d'un Africain. Alors j'ai fait la comparaison avec le gris-gris de la forêt, de l'Afrique, et le gris-gris de la mer. Alors tu as bien manqué de sauver ton protégé, alors tu as bien failli à ton puissant génie promis. Pourtant, on t'avait bien cousu sur le dos du cher promu, dans un tissu multicolore, dont les couleurs brillent encore. Le guérisseur qui t'a conçu n'était peut-être pas sincère, ou a délibérément voulu mésestimer l'immense mer. Si le génie de la forêt est chez lui toujours le maître, celui de la Méditerranée ne se soucie que peu des êtres. Ainsi les vagues ont effacé tout espoir de s'échapper, et la mer s'incorpora, les corps des âmes et leur aura. Seule l'amulette est parvenue, seul le gris-gris a acquéri sur une plage inconnue dans les filets de l'oubli. Pourquoi chercher à qui la porte? En monter les filets des films, au-dessus d'être un film en protégeant loin de la porte. Voilà ce que les textes valent. Des radeaux improvisés. La navette entre Tripoli et Lampedusa battait son plan. Les bateaux transportaient les Africains avec le naufrage de certains et la disparition de centaines d'humains. Bourbiga, c'est mon pseudonyme Bourbiga, sillonnait les plages en eut le coup, où il constata les vêtements et les corps des morts. Il protesta haut et fort, par plusieurs moyens, sur le net, la radio, et quelquefois dans les journaux. Le sujet était tabou, où les dictateurs supranationaux étouffaient les informations et les drames des populations, parce qu'ils s'en servaient de long en large et en profondeur pour se débarrasser des chômeurs et marginaux, et cueillir les dividendes de la morbide possession exercée sur les pays du Nord. Ces pays, qui de leur côté jonglaient cyniquement avec ce drame, à des fins politiques et afin d'alimenter le marché noir avec une main-d'œuvre jeune et énergique et presque gratuite. Pendant ce temps, tout le monde subissait cette situation avec une certaine différence, une résignation, sans que Bourbiga, avec sa solidarité humaine, son condition et son engagement pour la justice et la paix, ne pouvait faire grand-chose, devant la même mise totale sur les médias et les associations. Les rares militants humanitaires étaient absorbés par les politiques partisanes ou musclés par les systèmes totalitaires, et ce, malgré un début de départ sporadique des jeunes compatriotes à partir de la Libye des côtes tunisiennes. Les histoires parvenaient de temps à autre au sujet de l'errance du bateau à la dérive dans la Méditerranée à cause d'une panne, un mauvais capitaine ou une tempête avec des passagers, hommes, femmes et enfants affamés, meurtris et livrés à eux-mêmes. Quelquefois, il était secouru par de grands navires de marchandises qui, pour les débarquer en sûreté, les différents pays refusaient de les accueillir et leurs actes d'humanité devenaient des cauchemars juridiques. Entre-temps, Bourbiga faisait de son mieux pour dénoncer et protester et fut le premier à parler du sujet de la migration clandestine sur les antennes de la radio régionale.
Il était réellement très sensible à ce drame. Il souffrait du fait de ne pas pouvoir faire mieux afin de prévenir, contenir et réglementer cette tendance irrésistible. Habitué à recevoir des bouteilles à la mer avec des messages et on l'envoyait quand le vent était favorable, il y mettait souvent des poèmes et des textes de sensibilisation et de compassion pour errer dans la mer à la recherche d'une conscience salvatrice ou d'une clémence divine. Avec le son et le mouvement, il eut l'idée de joindre au message des épices des bonbons pour d'éventuels naufragés en manque de nourriture. Il remplissait aussi des bouteilles à moitié pleines d'eau pour les envoyer dans la mer. Des gestes simples, ordinaires, un peu fantaisistes, mais qui seraient justifiés, ne serait-ce que pour aider une seule personne. À un moment, quand des bateaux vides parvenaient à la plage, avant l'arrivée des cadavres et des chaussures, Boumega, dans un geste ultime, eut l'idée d'envoyer des radeaux à la mer, avec des bouteilles pleines de bonbons, des bouteilles pleines d'eau potable. Cette opération dépendait de la direction du vent et il a fallu à chaque fois qu'un vent d'ouest souffle sur le littoral. Outre l'envoi des dizaines de bouteilles alimentées en vivres, au moins 5 radeaux ont été confectionnés avec des planches trouvées sur la plage, attachées avec des cordes et déposées dans la mer avec leur chargement de fortune. Ce chargement qui faisait aussi prise au vent et faisait déplacer le radeau vers le large. Un jour, 2 pêcheurs sont venus remettre à Boumega une de ces bouteilles à la mer avec son message et ses bonbons, mais sans les décevoir, il les remercia et pour ne pas les offenser, épargna de leur dire que c'était destiné au halal. La compassion des ninjas. Boumega et les ninjas de la mer meurtris par les accidents et naufrages qui subissent les immigrés clandestins partant de la Libye vers l'Italie eurent l'idée et le devoir de dénoncer à leur façon cette situation de plus en plus inquiétante et préoccupante pour tout le monde. Ces passagers qui sont d'une façon ou d'une autre dirigés dans des couloirs défrichés par les intérêts des intervenants au départ, au transit et à l'arrivée, sauf que certains d'entre eux ne parviennent pas à destination et meurent noyés dans la Méditerranée. Ce n'était pas forcément la lecture des ninjas, mais les chaussures et les vêtements des naufragés qu'il avait vus exposés dans une configuration artistique de sensibilisation au milieu du musée mémoire de la mer de l'homme, qui ont fini par les révolter et les toucher profondément. Surtout quand Boumega les informa que dans certaines chaussures il y avait encore des orteils humains. Au fil des jours, ils ont formé un groupe écologique solidaire et militant avec un réflexe acquis pour entretenir la nature, les animaux, l'environnement en général. En effet, Daoud, Fazfaz Nidal, Tabia Afgal, Ami, Badah, Belladen, Smiz, Fils, Prima, Dama étaient des ninjas confirmés à la hauteur de leur engagement d'enfants, citoyens et humains. Branchés plutôt sur les récupérations des déchets de la mer, le recyclage et l'installation des configurations artistiques géantes avec des assemblages grandioses, le choix commun était tombé sur la Sebkha Twiler, un lac salé de 3 km de long entre Sardis et Bengardan, pour dresser un mémorial à la mémoire des naufragés. Un très grand espace rarement couvert d'eau, si ce n'est pendant les grandes pluies ou les grandes tempêtes qui poussent les vagues du lac Elbiban jusqu'à cet endroit. Cet espace était le passage obligé à l'aller ou au retour des caravanes vers les terres fertiles de la Chouchette pour le transport des grains, des fourrages et des affaires domestiques. Souvent, les chameaux y glissaient, se brisaient les pattes et il fallait les achever sur place et partager le fardeau et la carcasse sur les autres montures. Juste au milieu de cet immense endroit, Boumega et les ninjas ont installé une grosse bouée rouge liée à une corde de 50 mètres sur laquelle des dizaines de bouteilles en plastique multicolore ont été liées comme une queue mouvante avec le vent se balançant de droite à gauche. Chaque fois que soufflait la brise du nord, la gamette remuait sa queue avec noblesse dans un frisson scintillant avec les couleurs des bouteilles réfléchies par les rayons du soleil. Dirigée vers le nord, cette construction simulait la poursuite d'une tortue à une centaine de mètres constituée par un tronc d'arbre bien taillé par le mouvement des vagues. Une forme que plusieurs passants avaient pris pour une vraie tortue et avaient arrêté leur voiture pour vérifier. Ces deux créatures, l'une posée en lente
et lente comme les temps spacieux dont le mouvement dépasse l'entendement humain, et l'autre nerveuse et pressée par son désir de vivre et se réaliser avec l'autre soi-même, symboliser la mémoire des naufragés, morts, vivants, absents, présents, héros, enfants, dans le tout et dans le néant, dans le désert et dans la mer, dans le malheur redondant, dans le sud et dans le nord. Une fusion-confusion que le mouvement de la gamète sur cet immense lac salé aimerait pour toujours, pour les âmes, les esprits et la mémoire de ces victimes, et les intégrerait dans le cycle de la vie par l'art et la compassion des enfants ninja. À partir de la route, des centaines de milliers de Tunisiens, de Libyens, des touristes, des ministres sinistres, des présidents décadents, des leaders douteux, des grandes personnalités comme Nelson Mandela, Omar al-Bashir, Ban Ki-moon, Kofi Annan, Farragan, Galloway étaient forcés de voir ce dragon géant en train de réveiller sa fertilité, sa virilité et sa détermination à conquérir la vie à tout prix et résister à cette extermination des pauvres. Un coup de gueule pour honorer la vie des naufragés, des disparus, des victimes de toutes les iniquités que les ninjas de la mer, dans leur innocence sincère, à travers ces configurations, ont voulu mettre en valeur et chérir dans un profond élan de respect pour les hommes et pour la vie. Mais avec le temps, le mouvement, la volonté des peuples et la loi du changement, les présidents partirent dans l'humiliation. Les leaders chutèrent avec leur démagogie et les configurations avec, selon l'Actelé, furent balayées par une grande tempête et seule la torture resta. Là, dans son mouvement long, mais permanent, comme la vérité indéniable et absolue, celle qui rend justice tôt ou tard à la sagesse et la justice des hommes. Funérailles de brûleurs. Ta tête collée sur les rochers. Ding, ding. Poussé par les vagues de la jetée. Ding, ding. Ton corps suivait tout relâché. Ding, ding. Tout nu comme un nouveau-né. Ding, ding. Tu voulais regagner la terre. Ding, ding. Comme autrefois les mammifères. Ding, ding. Mais ces derniers étaient vivants. Ding, ding. Pour toi, il n'en est plus question. Ding, ding. Que fais-tu là, mon pauvre ami? Que fais-tu là, mon pauvre frère? Ding, ding. Est-ce le bateau qui t'a trahi? Ding, ding. Ou les passeurs de la chair humaine? Ding, ding. Comment sont morts les enfants? Ding, ding. Dans le bras de leur maman? Ding, ding. Se regardant les uns les autres? Ding, ding. Sous le regard nu des apôtres? Ding, ding. Vos espoirs étaient dans le nord? Ding, ding. Vos espoirs étaient dans les hommes. Ding, ding. Dame nature donne la mort. Ding, ding. À ceux qui touchent à la pomme. Ding, ding. Ainsi soit-il. Ding. Mon pauvre ami, brave. Ding. Tu es, tu restes. Ding. Esclave. Ding, ding. Les conquistadors. Ding. T'entraves. Ding. Le corps et l'esprit. Ding. Comme il est part. Ding. Alors, salut à ton âme. Ding, 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 ding. La énième victime, ding, ding, d'un insensible modernisme, ding, ding, et de l'homo sapiens superflu, ding, ding. Ding, ding, big bang, big crunch. Alors, je vous propose tout d'abord de faire une 5 ou 7 minutes peut-être de questions. S'il y a des questions qui vous intéressent, qu'est-ce que c'est que ce rêve d'Europe qui mène tant de jeunes gens à risquer leur vie, prendre un bateau et partir vers Lampedusa pour échouer de l'autre côté de la mer? Est-ce que vous avez des questions concrètes à poser à M. Morsi ou à moi-même? Vous pouvez les poser en français ou en allemand, on y répondra avec plaisir. On va mettre 5 minutes de questions si vous en posez ou pas. Et monsieur, je crois qu'il a une question.
بهذه الجزء حاولوا نعملها في قالب فوكي سمحة ياسر وتأثر بمنيحين وما هي تكون في قالب سي سي فريمون تريست يكون شواجه لازم نعملها في طابع آخر يكون بلوتو يوصل أكثر للمجتمع. Donc, ces histoires qui sont vraiment aussi tristes qu'elles sont dans un livre, elles sont encore plus tristes dans la réalité. C'est sûr, il y a tant de familles qui ont perdu leurs enfants et les livres, les textes ici et les émotions, il y a des familles qui ont vécu ça. Donc pour nous ici, c'est une question d'entendre, de réfléchir, mais il y a des gens qui ont vécu ça et ça reste malheureux. Il faut sensibiliser les gens. Bien sûr, on veut sensibiliser l'enfant. Si Maxime veut sensibiliser les jeunes ici, et moi de mon côté, et il y a d'autres d'ailleurs, il va vous raconter une histoire avec son ami Vincenzo, de l'autre côté de la mer qui veulent aussi sensibiliser. Je crois qu'il y avait encore une question. نجم نتكلم بالعربي وكنا نعطيك شويه فكره بالفرنسيه. سي محسن بهذا معروف باريس وكان وحتى الان من رواد المكتبه العموميه في باريس. والملاحظه الوحيده هو كونه انسان ينطلق من محلي باش يشاء من الافكار تاع المستوى العالمي. الديبار دي لوكال il est parti vers l'universel dans ses idées, dans ses valeurs humaines. C'est une personne, c'est universel, son esprit, c'est un esprit large, c'est un esprit ludique. On dit, les Européens disent qu'un Africain qui meurt, c'est une bibliothèque qui brille. Parce que c'est notre culture. Notre culture, c'est une culture orale, mais pas écrite. Mais c'est on respecte bien M. Consigliere. Ich würde das gerne für unsere deutschsprachigen Freunde kurz übersetzen. Der Herr hat gesagt, dass Herr Moslem ein lokaler Denker, Fühler und interessant ist für die universelle Problematik, die ja die Migration allgemein beschreibt. Also die Migration ist ja nicht eine Spezialität von Tunesien oder Sarsis, das ist eine weltweite Geschichte. Und er trägt aber durch seine lange Tradition von Erzählen und Erleben, trägt er dieses lokale Wissen und dieses lokale Problem hinaus in die Welt. Glücklicherweise gibt es heute Internet, glücklicherweise gibt es Facebook, glücklicherweise gibt es so viele Möglichkeiten heute, dieses Problem nicht mehr wie früher unter der Regierung Ben Ali unter den Tisch zu wischen, sondern wir müssen als Tunesier anfangen, darüber zu reden. Donc c'est un problème social qui touche toute la Tunisie et pour la première fois, nous pouvons en parler. Cette histoire de migration clandestine, c'est pas nouveau, mais on ne pouvait pas en parler. Maintenant, nous avons la possibilité d'en discuter et de résoudre ce problème car il touche une grande partie de notre société et ce n'est pas évident que nos fils jeunes, qu'ils soient à 20, 25 ans, soient en milliers quelque part dans les forêts françaises, presque les Alpes suisses, parce qu'on les met toujours très loin des villes, et qu'ils vivent une vie, mais vraiment catastrophique. Donc, nous devons en parler pour, à la fin, trouver une solution. Donc, je réponds à M. Mokhtar, le sujet est très triste. Das ist eine traurige Thema, sehr traurig. Donc, je peux pas lui donner un peu un côté hilarant ou fantaisiste. Donc c'est un grand cri de colère, mais une colère froide. C'est pas une colère de sentiment ou un saut d'humeur. C'est une colère définitive contre cette iniquité universelle. Entre-temps, je me suis bien sûr occupé, malgré moi, et bien sûr dans mon devoir, de ce sujet, parce que je l'ai subi. Les corps sont venus à moi, les vêtements sont venus à moi. Et j'ai toujours dit qu'il faut que je sois dans la mesure et à la hauteur de ma tâche en tant qu'humain, pas en tant que ou un Algérien ou en tant qu'humain. Donc j'ai entendu parler d'un autre personnage qui s'occupe un peu de l'autre côté, Alain Padouzet.
que les corps et les enterres et tout. Donc je lui ai adressé tout de suite un poème. Entre Zarzis et Lampedusa. De l'autre côté de la mer, tu enterres les corps de mes frères. Trouvés flottant entre les vagues, ces pauvres victimes harragues. Je sais ce que tu le sens, à force de l'avoir fait souvent, avec dans l'âme des sentiments, entre la rage et la compassion. C'est dur, très dur, mon ami, d'être témoin de cette infamie, devant cette pénible impuissance et cette cynique violence. Moi aussi, sur le littoral sud, ce sont Mamadou, Ali et Moufid que j'ai humblement accompagnés avec des prières au ciel criées pour faire parvenir leur calvaire à Dieu l'immense de l'univers. Tu n'as pas seulement enterré le corps, mais l'âme de toute l'humanité qui tarde encore à se réveiller et contenir les calamités. Tu étais seul devant chaque naufragé. Il était seul quand il a enterré. Chacun était seul sur les vagues de la mer. J'étais seul à les mettre sous terre. Il était seul arrosé par ma sueur. Un oiseau seul survolait la scène de deux hommes qui sont terre sans haine. Oui, mon ami Vincenzo Lombardo de Lampedusa, moi de Zarzis, Mohsen surnommé Bourmiga, nous sommes certainement les seuls amis des Haraga que nous avons bien traités vivants, bien traités morts, que nous avons respectés comme des frères dans ton cimetière de Lampedusa et sur mon monticule de Ras Lemsa. Merci à toi, mon vis-à-vis de l'autre côté de la mer. Au moins maintenant, je sais qu'il reste encore un espoir au fond de la conscience humaine pour résoudre l'immigration clandestine, en créant du travail aux pauvres chômeurs pour que leur corps n'erre plus dans la mer. C'est encore de l'autre côté. Donc, en l'honneur de mon village, puisque c'est le dernier texte, ça se passe dans mon village natal, et le dernier texte parle un peu d'une cérémonie qui s'est passée ici, il n'y a pas longtemps, ici à Suez. Des hommes et des poulpes. Il était en grand nombre sur la côte de Suhel, Beniftaï, une région de l'oasis marine de littoral de Zarzis. Des enfants, des grands, des figures de la société civile, des politiques de tous bords, des curieux, des bénévoles, des randonneurs, des touristes résidents, des moyens et des bons, monsieur le délégué comme tout le monde, monsieur le maire son passant, les associations et leurs présidents, discutaient les uns avec les autres sous le lampadaire réfléchissait ses lumières sur la mer. Juste au bord de cette mer, de grosses marmites mijoutaient les pâtes aux poulpes, au feu de bois, pour tout le monde. C'était les pêcheurs qui avaient offert les poulpes, que les braves du village qui avaient assisté en héros, les réfugiés à Zarzis et à Choucha, ont cuisiné et organisé cette logistique en plein air pour l'accueil et la convivialité. L'ambiance était désintéressée, naturelle, sans cérémonial, pédant, ni palabres éloquentes, ni de programme cérémonieux pour la cérémonie. En effet, cet endroit était le berceau de la plupart des présents, où ils ont grandi avec les éponges, les bancs de poissons, les pêcheurs de thon, ranouches, les veillées jusqu'au matin sur les lits d'algues, la pénible attente des parents marins d'éponges, des îles de Kerkena et la joie de leur retour. En place, il y avait aussi un palmier qui ombrageait les groupes de jeunes pendant la journée, quand, avec l'avènement du tourisme, il observait la sortie des touristes de l'hôtel. À 600 mètres, qui parlaient entre eux en se frottant les mains. Deux femmes, un couple, deux hommes, des Allemands, pour d'éventuelles relations effectivement amicales et humaines. Ces beaux souvenirs qui ravivent une période de réussite, de l'assimilation de la culture, du tourisme, de la civilisation, de la modernité et de l'authenticité par la société locale ont été remis en relief aujourd'hui grâce à l'initiative de l'association des Tunisiens d'Île-de-France qui a financé l'installation d'une douzaine de lampadaires tout au long de cet endroit jusqu'à l'hôtel. Une initiative bénévole, génératrice, intégrée à l'image de la solidarité citoyenne et au niveau de l'affranchissement du peuple par le peuple. Dans cette ambiance, à côté des gens qui faisaient leurs prières au milieu de la route, sous la musique militante des haut-parleurs, tout le monde se servit en pâte au poulpe dans des grands plats collectifs dans un climat vraiment festif et naturel. C'est surtout grâce à l'engagement de Sibéchir Salah, qui est ici présent, c'est surtout grâce à l'engagement de Sibéchir Salah, président de la dite association, qui a eu l'initiative de ce projet, sa concrétisation et son suivi, que revient la reconnaissance et la gratitude pour une illumination des espaces et des esprits pour un monde meilleur.
C'était surtout une manifestation ordinaire, par des gens ordinaires, dans un village des plus représentatifs des valeurs traditionnelles dans leur parcours avec la modernité et la civilisation, qui, dans une dimension spirituelle et mystique, était aussi un vrai semblant de khatam, une sorte de sceau et de scellé pour tout événement social et familial majeur, effectué par la lecture complète du Saint-Coran par plusieurs personnes à la fois et qui se termine par un grand couscous au mouton. Un khatam qui honore la mémoire des Haraga, disparus et morts dans la mer, dont la plupart étaient partis de cet endroit. Un khatam aussi qui met fin à des temps révolus avec tout ce qu'il contient de bon et de mauvais et de moins bon, et un khatam qui lance le départ d'une nouvelle période de liberté, de paix et de solidarité, où les hommes n'auront plus besoin de s'aventurer dans la mer derrière des chimères. Cette cérémonie qui s'est passée, je l'ai considérée et a été implicitement considérée comme un khatam, c'est-à-dire à la mémoire des Harar. Et je crois aussi, ce qu'on a fait aujourd'hui aussi, c'est que nous avons fait un grand respect à la mémoire des Harar, qui sont morts dans la mer. C'est un sujet triste qui nous engage tous, et engage notre humanité et notre crédibilité. Et c'est pour cela que j'ai commencé mon livre par un petit texte en arabe que je devais normalement lire en premier, mais en premier ou en dernier. Ce serait meilleur en dernier parce que c'est dans le contexte du khatam. Bismillahirrahmanirrahim. إلى أرواح الغرقى والمفقودين في عرض البحر الأبيض المتوسط ضحايا الهجرة السرية والبيئية التي تعد هجرة شرعية من أجل آفاق أفضل وحقوق في الحياة الكريمة رحمهم الله رحمة واسعة وأسكنها فريسة جنان ذاكرة البحر والإنسان جرجس. Traduction. Au nom de Dieu le clément et le miséricordieux, témoignage de compassion aux âmes des naufragés et disparus dans la Méditerranée, victimes de la migration clandestine et écologique, une migration légitimée par le droit et un avenir meilleur et le droit à la vie. Que Dieu les comble de, de sa miséricorde et les accepte dans ses paradis. Ich werde ganz kurz spontan übersetzen, wenn das so einfach ist. Es ist ein sehr schönes Gebet. Es ist ein Gebet, das voller Respekt ist einer Gruppe von Menschen gegenüber, die eigentlich nicht so respektiert werden. Wer respektiert einen jungen Mann, der hier das Land verlässt und nach Lampedusa tuckert, sein Leben riskiert und hier vielleicht seine Familie hinterlässt in Sorge und Angst? Das Gebet heißt, im Namen Gottes des Allmächtigen, das ist eine Bezeugung der Sympathie gegenüber den Seelen dieser Verschwundenen im Mittelmeer. Sie sind Opfer der illegalen Migration und der ökologischen Migration. Also denken Sie an die Subsahara-Gebiete, dort geht es wirklich ums Überleben und man muss dann abhauen teilweise. Eine Migration, die dadurch legitimiert wird, dass der Mensch eine bessere Zukunft suchen darf. Eine bessere Zukunft für sein Leben. Gott gewähre ihnen seine volle Gnade und akzeptiere sie in seinem Paradies. Das ist das Gedicht, das Simonsen zum Abschluss gesprochen hat. Und ich bitte jetzt noch einmal, je rappelle donc que vous avez la possibilité maintenant de poser des questions qui brûlent. Et il y en a certainement. Certainement. Voilà, merci. Merci de cette rencontre. J'aime bien savoir effectivement ce clandestin, entre guillemets, essaie de brûler, qu'ils allaient à l'Europe, vers Lampedusa. Est-ce que c'est possible, si effectivement les ambassades de l'Europe leur donnent le visa? Le problème est là. Si ces jeunes-là brûlent parce que l'ambassade européenne ne donne pas le visa, on essaie effectivement de discuter de ça. Pourquoi effectivement les jeunes meurent, les jeunes s'aventurent? Parce qu'effectivement, il y a ce problème. L'autre problème, que après la révolution,
Ils ont compris, nos jeunes ont compris qu'il y a trop d'illusions sur la révolution. Ils ont compris que la révolution n'amène rien. Donc pour cela, ils sont brûlés. Donc on a bien expliqué. Alors, merci. Je vous donne mon expérience en Suisse. Et la Suisse, c'est un pays très correct envers les requérants d'asile. Il y a une loi qui définit exactement au centime combien je donne, pendant combien de temps, etc. Mais le problème des visas, c'est une histoire, vous vous souvenez tous, dans les années 70, mes cousins sont partis en Allemagne, en France, partout, et on leur disait, mais venez, vous êtes les bienvenus. Et ça, c'est fini. Malheureusement, depuis une vingtaine, une trentaine d'années, on a commencé à poser des mettre vraiment des difficultés même au visa à un Tunisien, même un visa de mariage, la dernière solution, dans le fond. Marier une Européenne, c'est une des dernières solutions. Même là, ça devient très très difficile. Donc, cela veut nous dire que l'Europe ne veut plus de nous, parce que l'Europe n'a plus besoin de nous. C'est exactement la même histoire avec les Turcs en Allemagne. L'Europe n'a plus les moyens, vous avez Oui, bon, je dis, elle n'a pas besoin de nous parce que, par rapport aux années 70, où l'Allemagne avait trop peu de travailleurs, il y a tant de Turcs qui sont venus en Allemagne parce qu'il n'y avait plus de travailleurs, il n'y avait pas assez de travailleurs. Ce boom économique, ben, il n'y a pas de boom illimité, ça on le sait dans l'économie. Ça a dû descendre. Et au moment où c'est descendu, ben, les premiers chômeurs européens disaient ben, qu'est-ce qu'il fait ce Turc chez moi 10 ans avant, il était heureux qu'il soit là-bas. Mais c'est une question maintenant pour nous, est-ce que l'Europe peut nous donner du travail ou pas? Ben, l'Europe ne peut plus. L'Europe est en crise. On peut déjà pas donner aux Européens. On peut pas récupérer toute la misère du monde non plus. Quoi. Absolument. Et puis quand vous dites qu'il faudrait qu'on vous accueille, mais je veux dire, mais il faudrait aussi que vous pensiez vous à retenir vos enfants chez vous. Madame, une suggestion s'il vous plaît. Oui. Si il donne à tout le monde la possibilité d'avoir le visa, oui, à n'importe qui, je pense que c'est la meilleure solution. Les gens vont partir et ils vont en avoir marre là-bas, parce que c'est pas une vie, ils sont encore plus malheureux là-bas. Ici, vous savez, on leur explique, écoutez, nous on a vu partir tous les jeunes à Lampedusa, on habite ici, hein. On a vu partir les jeunes, on leur a dit là-bas, sachez qu'il fait froid, vous n'avez pas de famille, vous ne serez pas reçus par les Arlésiens qui habitent là-bas. Je vous comprends, madame, hein? Mais quelque chose qui interdit, excusez-moi, j'ai rencontré d'autres plus jeunes, vous me laissez finir, monsieur. Alors, si jamais ils laissent partir les gens, ils leur permettent, j'en suis certain qu'ils vont passer un moment là-bas, ils vont avoir marre, ils vont revenir. Les gamins sont partis, ils se sont retrouvés à dormir dans les jardins publics à Parlement. Nous, on leur a dit, ne partez pas. Voilà, madame, il y a quand même bien pensé, c'est bien comme ça. Je vais aborder le sujet d'un autre angle. Je vais aborder le sujet d'un autre angle. Voilà. On essaie de débattre le sujet sur plusieurs dimensions. Regardez, l'Occident, il est venu dans les pays d'Afrique pour les civiliser. Je ne sais pas si ça s'est bien passé. Plutôt, c'était de l'hégémonie, c'était plutôt de la mise au pas pour des sociétés de consommation, c'était pour l'acculturation qui était bien sûr pour rendre ces gens dans la société de consommation. Et en même temps, quand on est appelé à consommer, il faut qu'on ait les moyens de consommer. On n'a pas les moyens de consommer. Donc il faudrait qu'il y ait un peu plus de justice humaine. Le fait que l'Europe se barricade ou se cache derrière des lois, il y a des phénomènes naturels. Moi, si j'ai des problèmes de survie, je vais casser toutes les barrières. Donc, on ne peut résoudre ce problème qu'ensemble. Ce n'est pas l'un contre l'autre. Il faut que chacun fasse des pas, fasse des progrès vers l'autre. Maintenant, il y a l'universalité dans tous les sujets, sauf pour gagner le pain. Pourquoi moi, j'ai parlé du sujet des Arabes et des immigrés clandestins de Zarzis, de la Tunisie, mais le pire, c'est celui des Africains.
c'est un problème de survie. Moi, dans mon livre, j'ai parlé de jeunes qui ont été sauvés de justesse de la mer. Et je l'ai trouvé devant le poste de police, j'ai arrêté ma voiture, j'ai amené à manger et tout, j'ai essayé de discuter avec lui. Il avait refusé même de parler avec moi. Je souriais et tout, parce que pour eux, c'est un problème de vie et de mort. Ou bien ils arrivent et ils résolvent leur problème, ou bien ils veulent bien mourir, c'est mieux. Donc, c'est une situation, c'est pas une situation de position politique, ou de revendication, ou de nationalité, c'est un problème humain. Et là, moi, avec mon livre, j'ai insisté sur le problème humain qu'il faut que tout le monde fasse un effort pour qu'on s'approche de la solution. C'est complètement utopique. Il y a une situation économique qui fait qu'on ne peut pas... Il faut bien des utopistes, madame, pour faire l'histoire. Ah, l'histoire n'a jamais été faite par les calculateurs. Mais la solution, elle n'est pas là non plus. Elle n'est pas là, non. Mais au moins on fait un effort pour qu'on s'approche. Moi, avec ce livre, j'étais dans les écoles, j'étais partout, j'ai sensibilisé. Moi, personnellement, ce que j'ai pu faire. Chacun un peu de son côté. Absolument. Et là, je dois dire, comme Tunisiens, nous sommes entre nous. Maintenant, nous pouvons discuter. Il y a 3 ans, on ne pouvait pas dire ça. Mais aujourd'hui, on peut dire que le grand boulot, c'est chez nous, bien sûr. On ne peut pas demander à l'Europe de nous résoudre tous nos problèmes. Maintenant, nous sommes libres. Nous n'avons plus de... Nous sommes en train de devenir libres. Hein. Alors, nous avons une possibilité maintenant. On est tous des pionniers. Chacun ici, ce soir, est un pionnier. Hein, des Tunisiens. Pour les Allemands, les Français, c'est normal, une lecture comme ça. Mais vous vous rendez compte, il y a 3 ans, on n'aurait pas pu faire ça. Donc nous, on est en train c'est les premiers pas vers une nouvelle direction qu'on fait. Mais j'espère qu'il y aura plus de monde qui dira la responsabilité pour nos fils, nous, c'est pas chez les autres. Alors, mais moi, ce qui lui fait un peu des problèmes, et avant aussi, c'est vraiment l'Afrique. Si jamais l'Afrique, toute l'Afrique a un problème économique ou écologique, alors là, on parlera vraiment de millions de gens. Mais là, heureusement, on parle de quelques milliers de jeunes qui veulent partir, mais lui, il fait sa part, il va aux écoles, il leur dit, écoute, c'est pas la solution. Moi aussi, quand je suis en Suisse, je dis aux jeunes Tunisiens, écoute, rentre chez toi, ça n'a rien de bien, parce qu'ils ne vont jamais te donner ni travail, ni séjour. Mais alors, comment est-ce que je peux argumenter quand ils voient ma voiture, ils voient mon portable, ils voient mes... Donc, j'ai un peu de problème à argumenter. Par contre, je suis d'accord avec vous, madame, que le problème est chez nous, mais en collaboration, puisque, comme vient le dire, l'État est en banqueroute, les gens sont pauvres. Donc, nous devons avoir une aide. Mais l'aide, maintenant, c'est pas dire, écoutez, on va vous envoyer 2000 jeunes Tunisiens, parce que 2 millions de Tunisiens parce qu'ils sont chômeurs. L'aide, c'est autrement. Donc, on est en train de chercher, pas seulement nous, il y a beaucoup de gens qui cherchent cette solution. Je suis certain qu'on la trouvera pour éviter que encore plus de jeunes meurent dans cette splendide mer ici devant nous. Je crois que nous avons un proverbe arabe. Bien sûr, le proverbe c'est humain, c'est universel. Une proportion des proverbes et tout le monde. Qui dit que quand on a son 40e voisin qui dort sans manger, on est dans le péché. C'est-à-dire le 40e voisin. Il faut s'assurer que le 40e voisin, il trouve à manger pour vivre et ses enfants. Donc, à l'échelle macro, à l'échelle des États, donc, si nous avons des difficultés, tout le monde a des difficultés. Moi, je suis touché par tout ce qui se passe à n'importe quel humain, partout dans le monde. Je peux me cacher, moi, dans mon Europe ou dans mon Amérique, dans mon confort et tout, et la vie se termine dans mes frontières. C'est pas définitif. C'est pas définitif. Et c'est dangereux, parce que les gens réagissent pour survivre. Bien sûr, il y a des cas qu'on connaît, des gens qui émigrent pour une immigration pour un peu de luxe, pour améliorer, pour un peu de bien-être. Mais il y a l'immigration écologique qui est vitale. Ça s'est passé dans toute l'histoire de l'humanité, dans toutes les étapes de l'histoire. Et même cette immigration écologique a fait l'histoire. Elle a fait l'histoire, elle a fait la civilisation humaine. Parce que chacun apporte ses techniques, chacun apporte son savoir.
chacun apporte ses gènes, sa différence. Et je ne crois pas que le fait de négliger ce phénomène soit la bonne position. Peut-être que vous avez encore une question. Jemand Deutsch spricht, eine brennende Frage hat. Entschuldigung. Bitte. Bon. Je crois qu'il faut éviter de soulever des questions aussi brûlantes que, entre guillemets, que l'immigration, la politique d'immigration en Europe, le visa, parce qu'on ne peut pas résoudre ces questions-là pour certains. Et ça envenime un peu l'atmosphère, la belle atmosphère que nous avons vécue au début de donc, juste un mot pour, je n'ai pas de question, mais juste un mot pour féliciter mon ami Marcel et lui faire part de ma joie que ce livre, ce recueil ait pu voir le jour. Il faut dire que je le connais bien, et pour comprendre ce recueil de poèmes, il faut connaître la personne ici. M. Marcel est un autodidacte, il a pu peut-être faire ce que les enseignants peut-être n'ont pas pu faire, et ce n'est pas surprenant parce que c'est un homme de culture, mais pas comme les autres, il est un peu unique, il est extraordinaire. Il me faisait lire les poèmes il y a quelques années, en brouillon bien sûr, et ce qui est frappant, c'est que Mohsen a été le premier sensibilisé à ce phénomène de l'immigration clandestine. Avant même la Révolution, parce que faut connaître que l'immigration clandestine, ce phénomène a pris une grande dimension après la Révolution, mais pas avant. Donc, bravo et continue de... À l'occasion de la prise de parole de M. Hassan, et M. Hassan aussi, ce sont de grands amis, de très grands amis pour moi. Je vais lire un poème. Un poème que j'ai écrit il y a 3 ans. Ici, on est en face d'une petite baie qui s'appelle la baie des esclaves. Pourquoi la baie des esclaves? Parce qu'il y avait des Noirs, nos concitoyens noirs, qui se baignent ici, qui habitent ici, et qui étaient comme une sorte d'enclave pour les anciens esclaves. Et le restaurateur m'a demandé ce poème, et je pense que M. Hassan va le lui offrir, mais je vais le lire au préalable. La baie des esclaves. C'est une belle petite enclave entre le sable et les rochers, réservée jadis aux esclaves, pour son emplacement isolé. Entre la ville et Suihel l'oasis, une mise à l'écart convenue par les féodaux de Zardis et les influents chefs de tribu. Pleine de baigneurs maintenant, ce petit coin du paradis que tout le monde apprécie, villageois et estivant, elle est suffisamment profonde, bien protégée des vents, même les poissons y abondent, rascasses, mulets et thons. C'est l'espace du bon peuple, ceux qui ont été persécutés par toutes les formes d'iniquité, féodaux, colons et disciples. Grandeur et honneur aux gens sages, aux humbles crédules stoïques, dont la vie était une plage pleine de joie de vivre et d'éthique. Heureux sont ceux qui ont résisté à l'exploitation vorace des hommes, aux galères et aux pogroms, à l'apartheid et ses dérivés. Ainsi, cette baie des esclaves, un endroit fort symbolique, dont cette ville historique retrace la paix juste des braves. Alors, je vous propose maintenant, juste un petit dernier mot. Vous pouvez d'ailleurs acheter tout à l'heure des livres, les faire signer par M. Marcel. Nous avons un petit cadeau, ma femme et moi, pour ces Marcel. Qu'est-ce qu'on offre à un auteur qui vient de sortir son premier livre et qui est Aken de Zardis? Je vais vous dire ce qu'on nous dit. Surprise. Un olivier. Un olivier que nous venons d'acheter.
suis aujourd'hui à Gerba, va à Zardis, et il porte déjà quelques fruits. Et j'espère bien que le livre de ces morceaux lui portera beaucoup de fruits et que cet arbre, j'espère, il a un grand jardin, je sais qu'il a de la place pour la voiture d'Apollas. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir. C'est un cadeau qui m'est très très cher et très symbolique. Pourquoi? Parce que cet olivier, c'est cet olivier qui a résolu le problème des Égyptiens. Nos ancêtres émigraient périodiquement vers les îles de Kerkena pour pêcher les éponges. Il allait pendant 2 ou 3 mois. Et là-bas, après la vente des éponges, ils ont un peu de sous, ils reviennent vers Djerba. Ils achètent des plants de palmiers. Et avant de rentrer à la maison, ils vont planter ces arbres. Et après, quand ils ont fini le circuit de conversion de l'éponge en olivier, ils rentrent à la maison. Et c'est à partir de cette approche que Zardis, elle s'est fait toute une histoire et elle s'est sortie de toutes les difficultés. Donc, je crois aussi que par ce cadeau extraordinaire, madame, merci beaucoup, que l'olivier peut être aussi une solution. C'est par le fait de travailler sa terre, de cultiver son endroit, sa culture, son agriculture et sa culture. Et c'est à travers ce plan, cette intégration environnementale et humaine qu'on peut résoudre tous nos problèmes. J'aime bien dire merci beaucoup. Merci madame. J'admire votre travail. Et toute bonne chance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Inch'Allah, vous allez toucher beaucoup de cœurs. C'est déjà fait. Beaucoup de cœurs des Tunisiens qui sont jeunes, qui restent ici. C'est déjà fait. Et c'est grâce à vous et M. Amor que voilà, j'ai fait mon premier livre. Et je crois que nous avons 5 ou 6 qui sont déjà presque prêts. Et là, depuis 1970, chaque année, je dis, voilà, cette année, je vais publier. Cette année, depuis 1970. Chaque fois, je vais publier. Mais je n'ai jamais eu l'occasion, parce que là, c'était la persécution politique, c'était chaque geste que je fais. Maintenant, grâce à la révolution et à l'étoilissement du peuple, j'ai fait mon livre et on m'a voté président de l'association des amis du livre. Ça me fait beaucoup d'honneur. Je serai certainement engagé et bosseur dans ce domaine. Et c'est grâce à moi que je suis sorti au public avec votre compréhension et votre présence et votre collaboration pour qu'on discute tous ensemble. Sans arrière-pensée, sans que chacun parle de son bunker, de sa barricade. Nous sommes des humains, nous avons toute une vie en commun, toute une histoire en commun et tout un futur en commun. Merci. Ça c'est à vous. Et on reste encore bien sûr quelques minutes. Monsieur le directeur de la maison de culture de Zardis. بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد جدا سعيد جدا اني معناها انه نحتفي باديب جديد في جرجيس، وهو يعني لبنه جديده تنضاف الى هذا الصرح الثقافي في جرجيس، وكلنا شرف ان واحد من بلادنا يقدم انتاج جديد ادبي، وهو في محسن الهبم غني عن كل ما هو ابداع، ليس فقط في الادب بل حتى في الفنون وفي البيئه ولا غير ذلك. هديه بسيطه من دار الثقافه جرجيس، شهاده شكر التنويه والتكريم، تنويها بابداعات محسن الهدم الفنيه والبيئيه والادبيه المتميزه، وتكريما له وتقديرا من مدير دار الثقافه بجرجيس ونيابه عن الاسره الثقافيه كلها بالجهه لمجهوداته الفكريه الخلاقه بمناسبه صدور انتاجه الادبي الجديد مامادو إليسورونس درامير. فيليسيتاسيون وان شاء الله بالتوفيق. Also dieser Herr ist aus dem Kulturministerium, bedankt sich ganz herzlich, gratuliert einen neuen Autor und Denker in der Region Zardis und wir hoffen, wie gesagt, dass das nicht das letzte Buch ist. Wir arbeiten schon an den nächsten Büchern und
der Autor steht selbstverständlich gerne für weitere Gespräche und Bücher, kaufen, signieren zur Verfügung. Ich möchte auch danken unsere deutsche Gäste oder Mitbürger, weil ich war auch sehr gut unterstützt von den Deutschen. Mein Anfang meiner Umweltschutzbewegung mit Herrn Willi Imhoff waren oft bei mir, auch Madame Manfred auch, und es war eine große Hilfe für mich, weil ich war ein Einzelkämpfer in einer traditionellen Gesellschaft und das war jetzt anders. Dankeschön für die Frage.